Qu'est-ce que vous faites pour l'environnement? Vous, personnellement. Si vous regardez votre voisin à droite ou à gauche, qu'est-ce que lui fait pour l'environnement? Si je vous pose cette question, comment vous vous sentez? En général, on se sent un peu mal. On se dit, on fait pas assez, je trie mes déchets, j'ai quand même pris mon vol pour EasyJet. Mais on se sent quand même pas très bien. Il y a un petit côté culpabilisateur, à dire oui, je sais, je devrais en faire plus. On n'est pas très à l'aise avec ça. Comment ça se fait que l'environnement soit quelque chose de fantastique, et quand je vous pose la question « qu'est-ce que vous faites pour l'environnement ?» Qu'est-ce que moi je fais pour l'environnement? On se sent un peu culpabilisé. C'est cette question que je me pose, et j'aimerais l'explorer avec vous ces prochaines minutes. L'écologie, en fait, c'est tout simple, et on sait tout depuis 40 ans. En gros, on sait que quand on détruit un écosystème, ce n'est pas réversible. Prenez l'exemple du sucre et de l'eau. Si vous avez du sucre et de l'eau, vous les mélangez, il faut 1 seconde pour les mélanger. Puis après, je vous dis, va rechercher le sucre qui est dans l'eau maintenant. C'est pas aussi simple. Et quand on pollue une nappe phréatique, et quand on prend du pétrole et qu'on le met en CO2 dans l'atmosphère, c'est la même chose, c'est pas réversible. Rhinocéros blanc est mort, il est mort, c'est fini. Si on n'agit pas, ça coûtera beaucoup plus cher de s'adapter au fait qu'on a continué à polluer. Imaginez, c'est tout simple, un agriculteur met des fongicides, comme ça arrivait à Fribourg, dans un champ, on pollue une nappe phréatique. Peut-être pour les 100 prochaines années, on va devoir payer la purification de l'eau et cette nappe phréatique est foutue. Peut-être ça coûtait 50 francs ou 100 francs de ne pas utiliser ce produit, et ça va coûter peut-être 1 million ou 5 millions de purifier l'eau sur les 100 prochaines années. Donc le fait de ne pas agir coûte beaucoup plus cher que d'agir. Ensuite de ça, l'écologie est le grand système et l'économie est le petit système. On pense souvent, on fait de l'économie, et avec l'argent qui reste, on va déjà faire des mesures environnementales. En fait, c'est faux. C'est facile. Si vous me lâchez à poil sur une île déserte qui a un bon écosystème, avec mes ongles et mon cerveau, je vais arriver à vivre très bien. Je vais construire des maisons, tout va être possible. Si maintenant je vous laisse, ou on me laisse sur Mars avec 20 litres d'oxygène, je ne vais pas pouvoir faire une économie de marché là-bas. Aucune chance. Donc c'est assez simple à comprendre que sans écosystème, il n'y a pas d'économie. Et puis enfin, la barrière biologique. Sans biodiversité, on n'a pas de sol, on n'a pas de nourriture. Sans biodiversité, on n'a pas de forêt, on n'a pas d'eau potable. Sans oiseaux, on n'a pas de protection contre les insectes, contre les bactéries, contre les maladies. Pas d'écosystème, pas de protection contre les maladies, pas de possibilité de produire de la nourriture. En fait, voilà, je vous ai fait un cours d'écologie en 1 minute. C'est super facile. La question qui se pose, comment ça se fait que la plupart d'entre nous, moi avec, vraiment, on regarde nos actes quotidiens et on le regarde sous cette grille-là, qu'on se rend compte qu'en fait, 90% de nos actes ne correspondent pas du tout à ce qu'il faudrait faire. Et là, j'ai une petite explication, et c'est ça que j'aimerais développer avec vous. Pourquoi? Premièrement, si je mets sur Google, donc Dieu, mec cool, je mets mec cool sur Google, qu'est-ce qui sort? Exhibit et Pimp My Ride. Lui, il est vraiment cool. Il fuck tout sur la planète, il a des Benz trop cool, il écoute un bon hip-hop. Exhibit, c'est un gars super cool. Et si maintenant je mets écolo, qu'est-ce que j'ai? C'est Google, c'est pas moi. J'ai un mec super chiant. Dans le vocabulaire est résistance, activisme, lutte. Bon alors moi je rentre du boulot, je suis fatigué, j'ai envie de me détendre un peu. Est-ce que je vais me mettre le mec là à la télé ou je vais me mettre un bon Pimp My Ride? Objectivement, le capitalisme est hyper cool et les écolos sont super chiants. Ça, faut l'admettre, je suis écolo, donc j'ai pas de problème à le dire, mais c'est la vérité, c'est comme ça. Regardez le kit verbal de l'écolo. 3 choses, 3 éléments qui ressortent toujours. Les politiques doivent comprendre, il faut du changement, sinon l'ours blanc va mourir. La mondialisation est responsable de tout, la Chine, etc. Et il nous faut de la décroissance. En fait, ces argumentaires, vous pouvez les casser en 3 minutes, je vais me faire un plaisir de le faire, et démontrer qu'en fait, ce n'est pas du tout le cœur du problème. Les politiques doivent comprendre. Ça sous-entendrait, en fait, que les politiques sont les abrutis, et puis que le peuple, lui, il est gentil, puis qu'on est manipulé par les politiques qui, eux, font pas les bonnes décisions, parce qu'ils sont touchés par des lobbyistes, parce qu'ils sont corrompus, etc. Mais que nous, le bon peuple, on saurait si on était à leur place. En fait, on vit dans une démocratie directe. Et puis, je pense que la Suisse, pour ça, un très bon exemple dont les écolos devraient vraiment s'inspirer à travers toute l'Europe. Regardons à chaque fois qu'il y a un projet de loi qui est fait et combien de fois il est attaqué en référendum. Il y a 4 super bons exemples en Suisse. C'était des politiques cantonales qui ont dit on va arrêter les chaudières à mazout dans un délai de 10 ans. Alors, on a un problème de climat, on a du CO2 qui est émis par les chaudières à mazout. On ne peut pas résoudre le problème climatique en continuant à utiliser du mazout. Donc ils ont dit, dans leur projet de loi, on se donne 10 ans pour gentiment arrêter de remplacer des chaudières à mazout par des chaudières mazout. Super simple comme projet de loi. 4 référendums,
4 fois les projets ont été abandonnés dans 2 cantons romans, 2 cantons suisses allemands. C'est-à-dire que les politiciens, dans bien des domaines, sont plus en avance que le peuple. Et au peuple, si on lui dit « tu préfères avoir un changement climatique ou bien ta chaudière à mazout ?» Il dit « moi, je veux ma chaudière à mazout !» C'est comme ça. La mondialisation est responsable. Oui, oui, oui. Il se trouve que quand Homo sapiens a quitté l'Afrique pour aller en Australie vers moins 45 000 ans, avant Jésus-Christ, il lui a fallu à peu près 2000 ans pour défoncer la majorité des écosystèmes australiens, défoncer une bonne partie de la macrofaune et changer tous les équilibres écologiques de l'Australie. En 2000 ans, on n'avait pas l'écriture, on n'avait pas la roue, on n'avait pas de science, on n'avait pas de panneaux solaires, on n'avait pas de chaudière à mazout, on n'avait même pas l'agriculture. Pourtant, Homo sapiens était déjà capable de défoncer des écosystèmes. La plus grande déforestation d'Europe, c'est moins 1500 par rapport à maintenant, donc plus 500 Jésus-Christ, c'était les Vikings en Islande, 95% de l'Islande déforestée. Donc c'est juste des mauvaises pratiques qu'on véhicule de plus en plus. Et là, on est au bout du système parce qu'on est au niveau planétaire et surtout parce qu'on a des outils de travail beaucoup plus puissants. Et comme disait le pape, on a développé des technologies, mais on n'a pas développé l'éthique qui nous permettrait d'utiliser ces technologies. Donc on les utilise à mauvais escient et on défonce tout. Et la mondialisation est juste un accélérateur, mais n'a rien à voir avec le problème de fond, c'est que Homo sapiens n'est pas capable de gérer ces écosystèmes. Et puis, il faut de la décroissance. Assez d'accord, je pense que c'est assez logique de dire que si on mange des tomates en hiver qui viennent de l'autre bout du monde, qui ont été faites sous serre avec du gaz, il y a probablement un problème environnemental et ça ne peut pas continuer comme ça. Mais de l'autre côté, la décroissance ne permettrait jamais à 7 milliards de personnes de vivre sur la planète. Là, il faut être clair, sans technologie, on ne peut pas avoir 7 milliards de personnes qui ont de la chaleur, de la nourriture et une mobilité minimum. C'est impossible, on a besoin de technologie, on a besoin de fenêtres triple vitrage, on a besoin d'énergie. Même pour un vélo, il faut déjà un cadre en aluminium, il faut de la haute technologie puisqu'il faut de l'électricité pour faire de l'aluminium. Pour faire avancer un train, c'est incroyable de technologie ce qu'il faut des terres rares et ainsi de suite. Donc la pure décroissance n'est pas possible, il faut de la décroissance bien sûr, mais les théories de la décroissance ne fonctionnent pas si on veut nourrir 7 milliards d'individus. Voilà, j'ai bien cassé de l'écolo, je vais vous dire, j'ai plus beaucoup de potes à partir de maintenant, mes potes vont me défoncer après cette soirée. Mais n'empêche, vous vous rendez compte que ce kit argumentaire, en fait, ne convainc pas. On se dit, oui, il y a un problème, tout le monde est d'accord, mais en fait, par ces solutions-là, on se sent un peu mal à l'aise, ça donne pas envie de passer à l'action, et puis on se dit, bref, bon, voilà, qui cause l'écolo. Puis l'écolo, c'est le mec qui reste au bout de la table, et puis qu'on n'écoute jamais parce qu'il est toujours en train de râler au bout de la table. Parce que cet argumentaire est fondamentalement fausse, le problème n'est pas là. La deuxième chose qui nous encourage à ne pas aller de l'avant, c'est le quatrième pouvoir. Alors, je peux aussi critiquer parce que je suis écolo et je travaille dans les médias, donc je peux m'autoflageller, c'est facile, et je vais offenser personne. Les médias, comment agissent les médias aujourd'hui sur les thématiques environnementales ? Les écolos, pour moi, c'est les premiers créateurs d'opinion, et les deuxièmes créateurs d'opinion, c'est les médias. C'est vraiment les deux groupes principaux qui forment notre idée, notre vision de l'avenir, c'est vraiment ces deux groupes-là. Que dit le deuxième ? Pour moi, le quatrième pouvoir est complètement dans l'ornière. Actuellement, les médias n'arrivent pas à traiter de la question environnementale et font énormément de bruit. Ça s'explique aussi par plusieurs raisons. Il y a une espèce de règle journalistique qui veut une neutralité journalistique. Donc on va dire, si un dit A, l'autre doit dire B, et puis moi, je suis journaliste, je suis au milieu, je vais équilibrer les propos, je suis au milieu. On voit par exemple sur le climat, à chaque fois qu'on parle de climat, on doit inviter un climato-sceptique. Dire ah oui, il y a quelqu'un pro-climat, on doit avoir un climato-sceptique. Comme ça, c'est équilibré. Il se trouve que les scientifiques climato-sceptiques, donc des gens qui ont des bases scientifiques qui sont des climato-sceptiques, il y en a 200 et 300 en Europe. Des scientifiques qui sont pro-climat, il y en a peut-être 2 et 10 millions en Europe. Et bien, si on fait le ratio de combien de publications médiatiques en prorata de ces scientifiques, on se rend compte que la visibilité donnée aux climato-sceptiques est complètement exagérée et il y a des très bonnes études là-dessus. Le rôle du média, c'est pas de dire un dit il pleut et l'autre dit il fait beau, c'est de se lever, bouger ses fesses, ouvrir la fenêtre et regarder quel temps il fait dehors. Ça, c'est le travail des journaux. C'est pas de dire il pleut ou il fait beau, j'en sais rien, chacun son opinion. La deuxième chose qui est très importante, c'est qu'on va lire en page 1 catastrophe climatique, problème climatique, l'ours blanc en train de mourir, problème rédactionnel. Je passe la page 2, les résultats de la Formule 1, mais c'est incroyable, le nouvel BMW X5 M Motorsport V8 600 chevaux, mais quelle sensation de conduite. Ça, c'est ce qu'on lit en page 2.
Il n'y a aucun choix rédactionnel qui est fait sur ce dont on parle et ce dont on ne parle pas. Je vais prendre deux choses qui sont très impopulaires, mais si je parle de la pédophilie, est-ce que, quand on parle de la marche blanche, on va dire « Ouh, il faudrait quand même un pédophile qui nous dise un petit peu son opinion, histoire d'équilibrer le débat, et puis d'avoir un article sur la vie du pédophile, et puis un article sur la maman de marche blanche ». Bien sûr que non, on prend des décisions. C'est le cas sur l'alcool, c'est le cas sur les drogues, c'est le cas sur la fumée. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas sur l'environnement? Comment un média peut dire on est dans une catastrophe environnementale et faire la promotion du dernier véhicule polluant avec une neutralité journalistique parfaite? Et le troisième truc, c'est que les médias sont bloqués dans leur modèle économique comme toutes les autres entreprises. Je vais faire un super article sur l'écologie qui est génial, présenter des initiatives positives et prendre une petite publicité de gaz naturel qui va dire l'énergie fossile, c'est super, l'énergie fossile, c'est bon pour le climat, c'est tout super, hop, et puis j'engage l'argent. C'est très difficile de sortir de cette ornière pour les médias aujourd'hui, mais c'est des décisions qui se prennent. Les médias ne vont pas recevoir d'argent des pédophiles, ne reçoivent pas de l'argent de la drogue, ne reçoivent pas d'argent de l'alcool. Eh bien, pourquoi pas en matière environnement? C'est vraiment pas simple, mais cette question a le mérite d'être ouverte et discutée. Le Guardian en Angleterre a fait ça, le Temps est en train de changer sa pratique justement, ces réflexions sont en cours, mais en fait, si on regarde objectivement aujourd'hui, j'ouvre le média en média le dimanche matin, je vais vous lire du pour, du contre, du pour, du contre, et puis dans ma tête, il n'y a qu'une soupe molle de légumes broyés, il ne reste plus rien, j'ai aucune idée de ce que je dois penser ou ce que je dois faire. On a des articles contre le bio, on a des articles contre Greta Thunberg, on a des articles contre le réchauffement climatique, pour le réchauffement climatique, et je fais quoi? Objectivement, je fais quoi? Je sors de mon petit déj, je fais quoi? J'ai aucune idée de ce que je dois faire. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui. C'est l'histoire qu'on devrait raconter, puisque les gens qui devraient façonner nos cerveaux, nos idées, notre vision de l'avenir, à mon avis, le font très mal aujourd'hui. Excusez-moi mes amis, je vais me faire défoncer. On devrait réfléchir à comment est-ce qu'on devrait envisager l'avenir. Et puis, on a un peu ce carrefour de chemin. Si on ne prend pas la bonne décision maintenant, comme vous le savez, ce sera trop tard. Plus on attend, plus on aura de choses détruites. Et ce que je veux vous montrer, c'est le chemin peut-être à droite qu'on peut prendre, qui est très facile à prendre. Je vis aujourd'hui dans une maison autarcique. Elle a été construite en paille, en terre, elle n'est pas raccordée au réseau d'eau, elle n'est pas raccordée au réseau d'électricité. Elle est 100% solaire, on utilise à peu près 2 stères de bois par année et c'est tout. Notre eau de pluie est nettoyée, on boit notre eau, on a un jardin qui est renaturé, on a des dizaines d'espèces d'oiseaux qui reviennent, on a des centaines d'espèces de végétaux, la maison vit par elle-même, j'ai plus de coûts énergétiques. J'ai plus de coûts de chauffage, j'ai plus de coûts d'électricité, j'ai plus de coûts d'eau, j'ai plus de coûts de mobilité, ma voiture électrique, je la charge par ma maison. J'ai augmenté mon pouvoir d'achat énormément grâce à cette maison. Et en plus, elle est superbe, on a une qualité de vie magnifique. On va se baigner dans la piscine naturelle qui n'a pas de chlore, qui n'a pas de pompe, elle est juste nettoyée par les plantes. Et c'est une qualité de vie qui est absolument magnifique. Voilà la personne qui m'a acheté, qui m'a vendu la charpente. C'est à ce monsieur que je donne l'argent en construisant ma maison. Donc là, vous voyez ma charpente précisément. Voilà mes murs. C'est pas du pétrole qui vient de je sais pas où, c'est pas des briques qui viennent de je sais pas où, ça c'est les murs de la maison que vous voyez derrière et l'argent que j'ai donné à ces gens dans une économie locale, courte, circulaire, avec des matériaux biosourcés. Et puis ça, c'est les légumes de nos jardins de la semaine dernière, sans arroser, sans pesticides, sans herbicides, sans fongicides, sans rien. On plante, on oublie et on récolte. Zéro travail, ça c'est la permaculture. Il y a eu des périodes de sécheresse, on n'a pas arrosé. Et puis sinon, on se nourrit pour être des agriculteurs qui sont dans la région. Et actuellement, passez à la maison si vous avez besoin de tomates, parce qu'on est en surproduction. Et puis, alors là, j'ai déjà plus d'amis et j'aurai bientôt plus de copines, parce que j'ai mis une photo d'elle sans lui demander. On fait de l'écotourisme à vélo, on part à vélo simplement, et vu qu'on a beaucoup de pouvoir d'achat grâce au fait qu'on a peu de charge avec la maison, on peut aller dans des 4 étoiles, dormir à vélo, c'est la grande classe, c'est des voyages qui sont magnifiques, on prend le train, le vélo, ça n'a aucun impact sur l'environnement, on mange, on se régale, on fait des festins, on découvre des lieux qui sont incroyables, c'est une façon de vivre les vacances qui est juste géniale. Et puis aussi, j'ai changé de métier. J'ai quitté un emploi bien rémunéré, bien sûr, avec des perspectives professionnelles tout à fait intéressantes pour lancer une entreprise, et puis 2 que j'ai cofondées avec un ami, Jonas. Et voilà les gens avec qui je travaille, c'est une partie de l'équipe avec qui je travaille. On fait que des projets de développement durable, plus rien d'autre. On fait que ça, c'est mon activité professionnelle. Je vis avec des gens qui sont magnifiques. Et puis, on utilise l'argent de l'entreprise dans le but d'influencer positivement la société. On gagne nos vies, on a des salaires qui sont moins qu'avant, c'est vrai, mais n'empêche, on a tous les jours du plaisir au boulot. Ma copine me dira d'ailleurs si je rentrais plus tôt, ce serait bien, parce que j'ai tellement de plaisir que je reste tard au boulot tout le temps.
L'argent de tous nos employés, de même que Macron's retraite, est placé en Suisse. Donc tous les projets réalisés, ce genre de projet-là que vous voyez à l'écran. Donc en fin de compte, moi je suis complètement sorti de l'économie pétrole, je suis complètement sorti de ces problèmes-là. Bolsonaro, je m'en fous. La forêt amazonienne, je m'en fous, c'est plus mon problème. L'Arabie Saoudite font ce qu'ils veulent, je m'en tamponne. J'ai une qualité de vie qui est absolument géniale. Et regardez, vous avez tous chaud parce que vous crevez de chaud dans la salle, vous êtes tous en t-shirt. Moi, je suis dans une veste qui a été fabriquée en Valais, en laine d'alpaga. Et la laine d'alpaga qui a été cueillie à 30 km d'ici, je suis allé tondre l'alpaga, fait que dans une veste comme ça, on n'a jamais chaud en été et on n'a jamais froid en hiver parce qu'on utilise des matériaux biosourcés, sans Gore-Tex et 100% étanches. Tout est possible partout, dans chaque domaine, et il n'y a pas besoin de faire des théories sur la mondialisation, il n'y a pas besoin d'insulter les politiques, il n'y a pas besoin de passer sa journée à vomir sur Facebook sur tout ce qu'il faudrait faire. On peut simplement sortir de chez soi, prendre les bonnes décisions, vivre mieux et vivre bien. Et le dernier slide, ce que je voudrais vous dire, c'est le bonheur profond de faire cette démarche, le bonheur profond de vivre avec Karen. Karen, je pense à toi, d'être heureux, d'avoir aucun impact sur l'environnement. 7 milliards de personnes pourraient tout à fait vivre comme moi, avec un niveau de vie extraordinaire. Et en fait, la dernière chose, je crois, qui manque dans ma vie, c'est que quand je vienne dans ce genre de soirée, que je dise « Mais qu'est-ce que vous faites pour l'environnement ?» Vous soyez tous là à dire « Moi, j'ai envie de te dire ce que je fais pour l'environnement, parce que faire quelque chose pour l'environnement, c'est absolument génial et c'est augmenter sa qualité de vie. » Je vous remercie beaucoup.